Je crois qu'il est l'heure. Bonsoir, pardon, à toutes et à tous. Merci d'être venus ici. Bonsoir également à ceux qui sont sur Zoom et qui nous suivent en direct. Merci à Gwenaël d'avoir organisé ça à nos côtés. Merci à Monsieur Kos, président du SMTI, que vous allez voir bientôt en vidéo. Il va vous faire un petit mot. Pour nous, c'est très important cette soirée parce que c'est un sujet encore un peu tabou dans nos rangs, mais qui est malgré tout présent et il me semblait essentiel. Et on en a beaucoup parlé avec le docteur Blonstein, qui est notre médecin-chef, et avec Gwenaël, ici présente, docteur Yarmakovaï, pardon, qui est médecin aussi chez nous. On en a beaucoup parlé. On a décidé d'organiser cette soirée avec nos expertes psychologues qui interviendront pour qu'on puisse un peu retirer ce tabou, travailler sur nos stéréotypes, enfin bref, qu'on puisse avancer dans ce domaine-là. Voilà, moi je ne vais pas faire un discours trop long parce que ce n'est pas l'objet. L'enjeu, il est justement sur les témoignages que vous allez voir et sur les informations que vous allez pouvoir entendre ce soir qui sont de mon point de vue très importantes. Je laisse la place à Gwenaël. Bonjour à tous. Effectivement, on a vraiment centré la soirée sur les témoignages parce que il nous semblait important de laisser la part aux témoignages parce que ça peut arriver à tout le monde, à tout moment, et l'accumulation des différents événements traumatiques que l'on peut vivre peut conduire des fois à si on n'en parle pas, à des gestes suicidaires. Donc l'idée, c'est d'en parler quand on peut encore en parler, et de libérer un petit peu cette parole-là pour éviter l'irréparable. Et donc, pour moi, il n'y a que la force du témoignage qui peut permettre aussi de le faire comprendre à tout le monde. Et ensuite, donc, il y aura le docteur Julien Corbet qui présentera la définition du stress post-traumatique, les psychologues de la cellule du SDIS 82 qui interviendront également. Et puis après, le but, c'est aussi d'échanger, de parler. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on a aussi des gens sur Zoom et il y aura un replay aussi. C'est pour ça que ça a été aussi fait dans ce lieu-là. Il y aura un replay sur lequel on pourra communiquer ou que les gens qui n'ont pas pu être présents ce soir puissent le visualiser. Là, la petite vidéo introductive de notre président du SMTI 82 qui a pu être avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, vos grades et qualités, chers invités, chers participants, je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses de ne pouvoir être présent ce soir pour cet événement si important. Bien que mon emploi du temps ne me permette pas d'être parmi vous, il me paraissait essentiel de vous adresser ce message, car le sujet qui nous réunit ce soir me touche profondément. Cela étant dit, je souhaite remercier chaleureusement les personnalités qui nous honorent de leur présence. En effet, leur engagement à nos côtés témoigne l'importance que nous accordons tous à ce sujet crucial. Mais je voudrais aussi m'excuser de ne pouvoir mentionner certaines autres personnes présentes. En effet, au moment de cet enregistrement, nous n'avions pas encore reçu la confirmation de leur participation. Néanmoins, je les remercie chaleureusement pour leur soutien et leur engagement à nos côtés. J'aimerais tout particulièrement souligner la présence de M. Michel Vieille, président du conseil départemental 82, du colonel Olivier Perron, directeur départemental des services d'incendie et de secours et chef des sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne, du colonel Franck Dubois, directeur départemental adjoint, du médecin-chef, le docteur Benjamin Neustadt. À présent, venons au sujet qui nous rassemble ce soir, le syndrome post-traumatique chez les forces de sécurité. Cela me semble d'autant plus pertinent que les événements récents montrent à quel point il est urgent de s'intéresser à la santé mentale de ceux qui veillent sur notre. Les forces de l'ordre, les pompiers et plus largement les forces de sécurité sont quotidiennement confrontés à des situations d'une grande violence physique et psychologique. C'est pourquoi, qu'ils soient sur le terrain des manifestations,
lors d'interventions face à des refus d'obtempérer ou face à des incivilités croissantes. Leur métier les met dans des situations où leur intégrité physique et mentale est constamment mise à l'épreuve. En prolongement de cela, la pression qu'ils subissent ne se limite pas au moment d'intervention. Elle se poursuit dans le temps et ses effets sur leur santé psychologique peuvent être dévastateurs. Cela montre bien que la question de leur bien-être mental est non seulement une problématique de santé publique, mais aussi un enjeu fondamental pour la sécurité de tous. Car des forces affaiblies psychologiquement ne peuvent pleinement assurer leur mission de protection de la population. Ainsi, c'est notre responsabilité de nous pencher sérieusement sur ces problématiques, non seulement pour protéger ceux qui nous protègent, mais aussi pour garantir la qualité et l'efficacité de notre sécurité collective. Ce soir, nous aurons la chance d'écouter des témoignages puissants et émouvants qui offriront une vision directe, personnelle, des effets du stress post-traumatique. Nous écouterons M. Stéphane Saison, son épouse, pour représenter l'association APT, le représentant du SDIS, le représentant de la police nationale, M. Guillaume Boragini, retraité du SDIS 31, M. Christophe Girard, de la police nationale, qui partagera son expérience personnelle bouleversante et qui a même écrit un livre sur son parcours intitulé « J'ai failli d'en finir », publié aujourd'hui même. Ces témoignages seront accompagnés par l'intervention du docteur Julien Corde, psychiatre au CH de Montauban et membre de la cellule d'urgence médico-psychologique, qui nous éclairera sur les mécanismes du stress post-traumatique. Son expertise apportera un regard médical essentiel pour mieux comprendre les effets de ce trouble. Mais je tiens également à souligner l'engagement du docteur Jean-Marc Cauvé, du SMTI 82, dont le travail a été fondamental dans l'organisation de cette soirée. Grâce à son investissement, le SMTI continue de proposer des solutions concrètes à ces défis qui sont majeurs. C'est ainsi, ensemble, nous pouvons mieux soutenir ceux qui sont en première ligne. Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude envers tous les personnels du SMTI, sous la direction du directeur M. Bernard Latte, ainsi qu'à toutes les personnes investies dans cet événement. Leur dévouement en matière de santé au travail et de santé publique est crucial pour assurer le bien-être de ceux qui veillent sur notre sécurité. En effet, c'est grâce à vous que cette collaboration entre toutes les entités présentes ce soir est possible. In fine, mesdames et messieurs, je souhaite une soirée riche en échanges et en réflexion. J'espère que vos discussions permettront de mieux soutenir celles et ceux qui se battent quotidiennement pour notre sécurité. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et pour votre attention. Merci encore. Donc du coup, là, je vais te laisser la parole puisque c'est toi qui commences, Stéphane Saison de l'association AP. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonsoir à tous, pardon. Ne vous inquiétez pas pour mon accent, nous venons du nord de la France, Compiègne, pour ceux qui comprennent, voilà, l'Oise. Donc, nous n'avons pas le même accent que vous, c'est possible que vous ne compreniez pas certaines phrases, c'est possible. Mais on parle tous le même langage, sapeurs-pompiers. Dans un premier temps, déjà, voilà, je voulais remercier le colonel, il est parti, non, il est là, Gwenaël et l'ensemble des personnes qui ont organisé cette conférence, cette soirée, pour l'invitation et l'honneur qu'ils nous font de nous convier. Et puis en plus, c'est moi qui commence. Donc voilà, je ne suis pas venu pour rien, je vais commencer l'introduction de la soirée. Alors je vais faire rapide, je vais me présenter, Stéphane Saison. Donc voilà, ex-sapeur-pompier de Paris, institution dans laquelle j'ai œuvré pendant 20 ans. Je suis rentré en 1990, j'en suis sorti en 2010. Période au cours de laquelle j'ai vécu 3 accidents graves qui chacun ont failli me coûter la vie. Je suis là aujourd'hui, je suis on peut appeler ça un miraculé, probablement. C'était pas mon jour à chaque fois. J'ai commencé en 1992
sur un feu d'entrepôt où j'étais enseveli. J'ai été brûlé par la fonte du toit en zinc de l'entrepôt. J'ai été sorti in extremis par un sous-officier qui était à côté de moi. Je m'en suis sorti avec quelques brûlures au niveau du visage. J'étais zingué de la tête aux pieds. Euh, donc beaucoup de brûlures au visage, les oreilles, l'arrière de la tête et les cuisses. Après quelques semaines d'arrêt, j'ai pu reprendre le travail. Tout va bien. 2003, La Courneuve, pour ceux qui connaissent, c'est en Seine-Saint-Denis, des quartiers pas forcément rigolos. On intervient tous les jours à l'intérieur. Je reçois un pavé qui tombe malencontreusement du toit de l'immeuble, Honoré de Balzac, 18e étage. Il ricoche sur la porte du fourgon, je le prends au visage. Bilan, 14 points de suture, 3 dents cassées, une plaie transfixiante sous le nez, entre le nez et la lèvre, où je passais le doigt à l'intérieur de la bouche, par le dessous le nez. Quelques points de suture, donc un arrêt quelques jours, quelques semaines, tout va bien, je reprends 6 mois après. Aubervilliers, 25 août 2003, feu d'entrepôt, 6 heures du matin, 6h30. Je suis sous-officier au premier secours, et quand on arrive, le bâtiment est presque embrasé entièrement. Ouais, ça va commencer à être dur. Je suis désolé. J'engage mon équipe à l'intérieur, plusieurs foyers distincts, une lance. Je m'engage avec un autre personnel du fourgon qui est arrivé derrière nous pour une deuxième lance pour couper les propagations sur le bâtiment mitoyen parce qu'il y avait une notion de squatter dans le bâtiment. Alors que nous sommes 4 à l'intérieur, le bâtiment c'est de 2 étages, en briques et en bois, s'effondre à plat, comme un château de cartes. Voilà. Bilan, mon personnel enseveli, et moi et la demoiselle qui était avec moi, chef d'équipe. Alors, je ne sais pas si ça peut, on peut appeler ça de la chance. On a été projeté à l'extérieur par le souffle de l'effondrement. J'ai été projeté contre l'échelle de la Courneuve qui était stationnée devant. Ça a arraché mon casque, mon masque. Et lorsque je me suis retourné dans la poussière et ben, la fumée, il n'y avait plus qu'un tas de gravats de je ne sais pas combien de centaines de mètres cubes, parce qu'il était beaucoup plus haut il était aussi haut que la salle. Et personne. À côté de moi, je me doutais qu'il y avait forcément ma chef d'équipe, puisqu'elle était pas, elle était à côté de moi, je la tenais par la main, donc elle ne devait pas être loin de moi. Effectivement, je l'ai retrouvée, j'entendais gémir, elle était coincée contre une voiture en stationnement à côté. Au final, quand je me suis retourné, j'ai vu le tas. Le tas, c'est ce qui a été le déclencheur. Enfin, c'était le titre de mon livre qui a été édité en 2017. Il n'existe plus. Et quand je me suis retourné, donc j'ai vu le tas, je me suis effondré sur le plateau de l'échelle de la Courneuve. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont où? Il restait qu'une centaine de mètres cubes de gravats fumant, parce que ça brûlait encore en dessous. Le chef de garde m'a secoué, m'a dit, Steph, c'est pas le moment, il faut y aller. J'ai dit, mais moi, je peux pas. J'étais sidéré sur place. Ça m'a foudroyé sur place. Au final, j'ai retrouvé ma collègue qui était juste à côté, qui avait une douleur dans le bas du dos et elle avait 2 vertèbres de cassées. Et mes collègues sont allés gratter tout de suite sur le tas. On a retrouvé le chef d'équipe au bout de 10 minutes, puisqu'il était en surface. Il a été brûlé à 60, plus de 60%. Et son servant, introuvable. Les chiens ont cherché. Et au bout d'une petite heure, ils l'ont marqué. Et on l'a retrouvé sous le tas de gravats, tout au fond, coincé sous une poutre en bois, en arrêt cardio-ventilatoire. Ils l'ont sorti en état de mort apparente. Ils sont passés devant moi en le massant sur le plan dur. Il a été transporté en urgence à l'hôpital Percy. Il a été déclaré décédé juste après. Son chef d'équipe, qui a été dégagé plus tôt, lui, en revanche, il a passé 1 an à Percy. Il est amputé de quelques doigts de pied
et il a été brûlé, oui, au moins 60%. Et ce qui m'a choqué, c'est que quand on l'a soulevé pour le déshabiller, pour pouvoir que le médecin puisse l'examiner, c'est que la peau, elle pendait en dessous. Il était vraiment brûlé. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Parce que je suis allé voir comment il allait. Enfin, j'étais à côté, ils avaient fait un PMA juste à côté. Il m'a dit, même ma femme n'est pas aussi chaude. Alors ça fait rire, mais ça fait pas rire. Il avait le sourire, mais il souffrait. Et pour sortir une connerie à 6h, à 7h le matin, il était encore là, mais il était en souffrance. Donc il a passé un an à Percy. Sa femme a fait des voyages il habitait dans l'Eure, sur, je sais plus où, et sa femme faisait des navettes tous les jours jusqu'à Percy. Pendant quelques semaines, on ne savait pas s'il allait survivre, pardon. Les médecins ils nous tenaient au courant tous les jours, on ne savait pas s'il allait survivre. J'ai été arrêté une quinzaine de jours, et ensuite on m'a dit, ils m'ont mis au vert pendant 15 jours, hein, c'est logique, hein. J'avais l'interdiction de décaler, et ensuite j'ai repris le service. Bon, c'était assez compliqué parce que les premiers retours au feu, euh, quand on a un chat échaudé a peur de l'eau froide. Voilà, c'est pareil. Je ne savais pas comment j'allais réagir face aux flammes et surtout comment j'allais réagir pour mon personnel. J'étais devenu hyper protecteur. Et d'ailleurs, c'était casse-pied parce qu'il me le faisait remarquer. Faut nous la paix. On sait ce qu'on a à faire, tu es derrière, mais tu nous fous la paix, quoi. Mais avec ce que j'avais vécu, j'étais devenu hyper protecteur. 3 ans après, tout allait bien. 3 ans après, j'ai déclenché un stress post-traumatique. On en vient, c'est pour ça qu'on est là, tous ce soir. Qui a été relativement violent parce que je ne m'en suis pas aperçu. C'est au bout de quelques nuits, je commençais à faire des cauchemars. Je ne dormais plus. Je criais la nuit. Ma femme me réveillait, enfin, elle était à côté, était en panique. Je suis allé consulter. Le médecin de l'infirmerie, que ce soit la brigade ou même dans les SDIS, à l'époque, en 2006, le stress post-traumatique, personne n'en parlait. Donc, elle m'a dit, il va consulter un psy. Je suis allé à Percy. À Percy, j'ai eu la consultation chez le psychologue ou psychiatre, je ne sais plus, et il m'a détecté un stress post-traumatique tout de suite. Je suis rentré avec ça à l'infirmerie. On m'a dit, ah bon? Ah bah voilà, bon. Ils sont tombés de l'armoire un petit peu, ils ne savaient pas ce que c'était. Je ne leur en veux pas parce que de toute façon, personne ne savait à l'époque mettre un nom sur les symptômes qu'on avait. Eric, ça doit être pareil. Du coup, j'ai eu un traitement de cheval, séance de psychothérapie à Percy pendant 2 ou 3 ans. Mais le traitement, je devais le prendre dans mon lit, parce que si je le prenais ailleurs, ma femme, elle s'en souvient encore, parce qu'elle m'a tiré jusque dans mon lit, je m'endormais dans le canapé. J'ai été traité, voilà, j'étais un vrai mort parmi les vivants. J'étais un mort vivant, j'étais dans l'hypervigilance, je faisais des cauchemars, j'avais des visions, j'avais des flashs. Au moins, j'avais une cinquantaine de flashs par jour. Je voyais le tas, le tas. Ce tas de gravats, je le voyais 50 fois par jour. Dès que je me tournais un peu vite, dès que je fermais les yeux, je voyais le tas. Et là, c'était un désastre. Même les psychologues n'y arrivaient pas. Et il n'y a que le traitement, mais ils me faisaient dormir, mais ils ne soignaient pas. Vous prenez un traitement antidépresseur, c'est comme si vous mettiez un pansement Urgo sur un membre arraché. Une fois qu'il est imbibé, vous changez, mais ça ne répare pas le membre arraché. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ça m'a permis de récupérer un petit peu, et encore, et je décalais en plus. Voilà. Quand je suis parti de la brigade en 2010, je pensais que en rentrant dans l'Oise, j'allais laisser mon paquet à Aubervilliers ou à Paris, et j'allais dire, c'est bon, maintenant, c'est passé, je laisse ça derrière, je vais revivre une vie normale. C'était une erreur, parce que on m'a redécouvert en 2014, 4 ans après, on m'a dit, par un club de sport, hein, bêtement, on courait, elle m'a dit, mais t'es encore dans l'hypervigilance, c'est bizarre, t'es bizarre, tu surveilles tout, hein. Quand j'ai expliqué au médecin mon passé qu'elle ne connaissait pas, elle m'a dit, stop. Elle m'a donné un numéro, mais tu vas voir cette dame, une praticienne en EMDR. Je pense que tout le monde voit ce que c'est maintenant. J'y suis allé. J'ai eu du mal à prendre rendez-vous, hein. Je vous assure, c'était très dur. J'ai pris rendez-vous et en 30 minutes, elle m'a retiré l'image du tas. En 30 minutes. J'ai repris la voiture, j'étais plus le même pour rentrer. Du coup, après, c'était beaucoup mieux. Je faisais plus de flash. J'ai écrit un livre thérapeutique qui s'appelait Le tas.
voilà, qui n'existe plus, puisque le tas a disparu. La rue aussi, où est arrivé mon accident, a disparu. Je suis repassé à Aubervilliers parce que je suis invité tous les ans pour l'anniversaire, pour la cérémonie, hommage. Et là, cette année, j'ai voulu y aller avec mon épouse. La rue a été, l'impasse a été rayée de la carte et maintenant c'est un immeuble. Donc, place nette. Il n'y a plus de tas, il n'y a plus de rue, il n'y a plus de traumatisme. Effectivement, je vais beaucoup mieux. De cette globalité, où j'ai vraiment eu la chance, enfin, je sais pas si vous estimez avoir de la chance ou pas, ou si c'est parce que c'était pas. J'ai voulu en faire une force de mon expérience. De ce fait, il y a un an, avec ma compagne, nous avons créé cette association, APT, Accompagnement et Prévention des Traumatismes Émotionnels. Pour que mon expérience et ce que j'ai vécu puisse servir aux autres. Et tendre la main, comme vous l'avez dit très bien dans la vidéo, tendre la main, aider ceux qui nous protègent. Dans les 10 et à la brigade, les langues commencent, enfin les consciences s'éveillent. La preuve, c'est qu'on est là tous là. Merci mon colonel encore. Et la semaine dernière, nous étions à Mâcon pour le congrès où on a été invité sur une conférence justement sur l'épuisement opérationnel. Donc, c'est que les consciences s'éveillent au niveau des institutions et les langues se délient parce que nous, depuis qu'on a créé l'association, on reçoit pas mal de coups de fil de pompiers de France pour des renseignements, pour des aides, voilà, parce qu'ils ne se sentent pas bien. Le but de notre association, là, c'est de tendre la main donc, à ceux qui ont vécu soit un stress post-traumatique, soit l'épuisement opérationnel. Puisque l'épuisement opérationnel, je ne veux pas vous le cacher, que pour l'avoir vécu, dans Paris, 3 jours de garde, je faisais 50 interventions. 72 heures, 50 interventions. Repos 2 jours, 3 jours de garde, 50 interventions. Ça, pendant 4 ans, ça use. Les souliers. Vous connaissez, ça use, c'est les souliers. Et après, à partir de 10 départs par jour, parce que là, on était à 15 ou 20, 10 départs par jour, vous savez bien. Enfin, je pense que les pompiers qui sont là savent que l'empathie, elle reste dans la remise, elle ne décale plus avec vous dans l'engin. L'intervention, vous traitez à 10 heures le matin, vous la reprenez à 22 heures ou 23 heures, vous ne la traitez pas pareil. Pourtant, c'est la même. Donc, c'est dangereux pour les victimes, mais c'est aussi dangereux pour le personnel, puisqu'on met en danger, on est moins vigilant, on est fatigué, et on peut passer à côté de plein de choses, que ce soit pour le personnel ou pour les victimes elles-mêmes. 80% des interventions sont du secours à victimes. 7 interventions sur 10 ne nécessitent aucun jet de secourisme. Vous avez fait le tri. On fait quoi? On fait plus de détresse vitale, d'urgence vitale, on fait de l'urgence sociale. Donc c'est très compliqué. Il faut qu'on absorbe ça. On est des buvards. On absorbe les mots et les mots MAUX, MOUT de la société. Mais nous, il n'y a rien pour les recracher. Quand vous intervenez chez quelqu'un qui vide son sac, parce qu'il ne se sent pas bien, il vide son sac devant le personnel de l'ambulance, lui, il se sent mieux parce qu'il a vidé son sac. Ah, il a trouvé une épaule, une oreille attentive. Mais au bout de 10, le sac, il est plein. Hein, et vous en faites quoi? Vous le gardez. Donc, c'est très compliqué et ça épuise la santé mentale des pompiers. Je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir axer des conférences, faire de la prévention, ce qu'on fait là. Merci Gwenaëlle de nous avoir conviés. La prévention, de la sensibilisation à ces mots. Et quand les buvards sont pleins, on ne peut plus rien en faire en fait. Et le but, c'est de pouvoir les détecter avant qu'ils soient pleins, les détecter en caserne. Vous, là, si vous voyez quelqu'un qui, à un moment, commence à partir en sucette ou a un comportement un peu différent de ce qui peut être d'habitude, ça doit être un signal d'alarme. Je ne vais pas vous les donner, les signaux d'alarme, je ne les connais pas tous, et je pense que des gens professionnels vous les donneront. Mais dès que vous voyez, et en plus, quand vous êtes en caserne, les mecs, vous les connaissez par cœur, puisque vous êtes tout le temps avec eux. Et s'il y a un moment où vous voyez qu'il est différent par rapport à l'habitude, c'est là qu'il faut aussi soit les voir, soit prévenir le commandement pour qu'ils puissent faire quelque chose pour le prendre en charge rapidement avant qu'il parte en sucette et qu'il fasse n'importe quoi. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. Après, les dérives, et je n'irai pas jusque... Voilà, il y en a plein. Voilà. Donc, le message de ce soir, c'est la prévention. Essayez dans les casernes de voir. Transmettez le message comme quoi
En fait, on est victime de notre succès, puisque les gens, forcément, quand ils vont pas bien, ils ont un réflexe, c'est faire le 18. On est victime de notre succès et on est pourri par le cœur de notre métier, c'est les interventions. C'est ça qui nous tue, en fait. À petit feu, les interventions nous tuent. Parce qu'on en fait trop. On en fait beaucoup. Malgré le tri qu'il y a dans les appels, il y a encore trop d'interventions qui ne sont pas justifiées. Et ça nous pourrit l'existence, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous, l'association, à terme, j'espère le plus vite possible, c'est pouvoir ouvrir un centre de réadaptation psychologique pour les sapeurs-pompiers, une structure qui n'existe pas encore en France, pour prendre en charge et le stress post-traumatique et les burn-out opérationnels en ambulatoire ou en hospitalisation générale, avec de l'art-thérapie, avec des techniques holistiques. La pâte à modeler, ça marche très bien. Non, mais c'est vrai. Les animaux, les fermes pédagogiques, les jardins participatifs, les cuisines pédagogiques, le sport. Et ça, c'est prévu. On est en train de travailler sur le projet pour ouvrir un centre national qui sera probablement dans l'Oise, à côté de chez nous, pour recevoir tous les pompiers militaires pro et volontaires de France, parce que cette structure n'existe pas. Et vu que visiblement le Premier ministre a sorti que la santé mentale était sa priorité pour 2025, on va voir si ça suit. Donc j'espère pouvoir revenir et vous présenter en, en vidéo ou en truc le centre. Voilà. Donc si vous voulez nous suivre, l'association, c'est pas dur, vous avez www.asso-app.fr, vous avez toutes les informations sur l'association. Je ne fais pas de promo, mais si vous voulez savoir des infos, sachez qu'elle existe. Si on peut vous dépanner, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne peux pas tout vous dire là, je ne sais pas combien de temps j'ai Gwenaël encore, mais bon, voilà, peu importe. Non plus? Bon, moi non plus. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour votre écoute. Je pense que je ne vais pas mobiliser, je pense que c'est toi, Eric, après. Là. OK. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Il y a encore plein de témoignages. Je ne vais pas mobiliser le micro plus longtemps. Gwenaël, je vous redonne le micro. C'est vrai? Eh bien. Allez. Merci Stéphane. Bonsoir messieurs, dames, mesdemoiselles. Alors, je m'appelle Éric Gouvernet, je suis sapeur-pompier à 7 dans le sud de la France, une très belle ville que vous pouvez aller voir et visiter pendant vos vacances. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette soirée et je vais essayer de témoigner de mon parcours. Il n'a de valeur que par rapport à mon chemin d'existence et de ce que j'ai vécu. Je pense que c'est important aujourd'hui que les sapeurs-pompiers en France, que ce soit les professionnels ou les volontaires, prennent en compte cette problématique de la blessure psychique. Je bégayais un peu au départ, mais après ça va aller quand je suis chaud. Euh, En préambule, je vais juste vous brosser quelque chose parce que souvent dans la corporation, puisque là je m'adresse à la plupart des gens qui sont pompiers ou issus de l'organisme, c'est avec beaucoup, c'est en étant très humble que je dis ça et je cherche rien, c'est juste pour poser le cadre parce que souvent on a vite fait de régler les problèmes chez les pompiers quand il y a un souci, de fragilité, il n'était pas apte, enfin apte. À 18 ans, je me suis engagé à l'époque, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de cheveux blancs, il y avait des contrats de 2 ans à 3 ans. J'ai donc pris un engagement MRT, j'ai eu la chance de servir dans l'armée de l'air et d'intégrer le CPA 10 qui balbutiait et qui commençait à faire ses premiers pas dans une unité commando parachutiste. Je ne vais pas m'étaler sur mon parcours là, pendant ces 3 années-là, mais c'était un parcours qui a été important pour moi parce que j'ai appris le dépassement de soi, l'engagement, la résistance, etc. Rapidement, à la sortie de ces 3 années où je n'ai pas perduré, je suis rentré chez les sapeurs-pompiers professionnels et je suis rentré à Montpellier et puis rapidement à 7 parce qu'ils avaient besoin de plongeurs, de gens, faire le sauvetage à la mer et puis faire le pompier classique comme tout le monde connaît aujourd'hui.
Euh, je suis auteur du livre Blessures d'âme d'un soldat du feu que je vous recommande. Très bon ouvrage, 120 pages, très vite à lire. Je l'ai écrit en 3 semaines et je vais vous parler maintenant de cet événement. Rapidement, chez les pompiers, j'ai passé le sous-officier parce qu'à l'époque, on le passait encore. Je crois que maintenant, ça revient. Et en 2004-2005, je suis devenu chef de garde à 7 sous le grade d'adjudant-chef. Dans la foulée, je suis parti passer parce que la formation a beaucoup évolué depuis le temps. Je suis passé les modules GOC3 et FDF3 parce qu'il fallait que les chefs de garde à l'époque, avant de mettre en place les officiers et lieutenants, les officiers de garde, il fallait que les chefs de garde aient ces modules. Donc, ils m'ont fait passer ces modules. Et du coup, pendant 10 ans, j'ai tenu cette fonction avec mon équipe de garde, en garde 24-48 sur 7, en tant que chef de groupe. Donc, là, c'est pareil, je ne vais pas vous faire un schéma pour savoir qu'est-ce que font les chefs de groupe. J'étais en garde donc à 7 avec mon véhicule en départ systématique sur les interventions qui étaient cadencées par le CODIS. J'étais un super chef de garde, des super pompiers, franchement. Des fois, j'étais un peu dur même avec les collègues parce que comme j'avais une approche un peu disciplinaire, rigoureuse avec moi-même, j'ai parfois été un peu difficile et dur avec certains collègues, qui soient féminins, je le dis, franchement, ou masculins aussi. Voilà, j'étais pas trop dans l'accompagnement psychologique. Le 22 mai 2017, voilà, j'étais de garde ce jour-là à 7, il faisait très beau. C'était un début d'été. La mer était calme et le soleil était déjà bien haut, il tapait déjà très fort. J'étais sur une intervention sur 7, engagé en tant que chef de groupe. Et en sortant de cette intervention, j'ai entendu à la radio, à la volée, qu'il y avait une autre intervention en cours à la sortie de 7. Du coup, j'ai donné ma disponibilité parce que même si on a un gros département, l'Hérault, j'étais le seul chef de groupe sur ce secteur, sur ce bassin d'intervention. Et je pensais me rendre disponible rapidement pour pouvoir aller sur cette inter. J'ai entendu la voix de mon chef de centre, donc du coup, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben, ils ont dû l'envoyer parce que, puisque moi j'étais occupé, ils ont envoyé le commandant et pour faire la fonction de chef de groupe parce qu'il n'y en avait plus, j'étais déjà occupé. J'ai appelé le CODIS m'envoie sur cette intervention pour me dire, écoute, voilà, il y a un accident de circulation, tu vas prendre 2 hélicos qui vont décoller et tu fais des aides pour les faire poser. Donc, comme tout bon sapeur-pompier, je prends la voiture, je calcule l'endroit où c'est à peu près, ma zone de poser, la DZ, ma fréquence radio, et je pars. Le truc, c'est que je suis à 1 minute 40, 1 minute 50 du lieu de l'intervention parce que je suis très proche en fait, du lieu où ça a tapé. C'est la voie rapide à la sortie de 7 pour ceux qui connaissent, là où il y a le radar, il ne faut pas se faire attraper. Un bon morceau de ligne droite où quand on rentre le soir, on arrive de Montpellier, il y a le soleil juste en face qui cache la visibilité. Et du coup, je fais pimpon et ma voiture, je me glisse déjà dans la circulation qui se serre et qui s'étouffe et qui bloque tout le secteur. Et en fait, je vois une voiture rouge et c'est mon chef de centre qui est là. Et il me dit, Eric, vas-y, il n'y a personne qui est arrivé, ça a tapé là-bas. Et je vais cadencer les demandes de renfort et va au contact parce qu'il n'y a personne. Du coup, dans ma tête, je suis en mode aéro, les hélicos, j'ai le casque, les positions, les faire poser. Et quand j'arrive, en fait, c'est un poids lourd qui vient de percuter une voiture familiale où ils sont 7 dedans. La voiture, elle est aussi grande qu'une Clio. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'était comme modèle. Donc, rapidement, je sors de mon 4x4 et j'aborde d'abord le conducteur du poids lourd qui est dehors, qui est complètement hébété. Je fais un périmètre de sécurité. La voiture fume beaucoup. Je me demande si elle ne va pas brûler. Je prends le conducteur, je le fais asseoir. Et j'ai dit, vous ne bougez pas, les collègues vont arriver. Surtout, vous ne bougez pas. Est-ce que ça va? Il me parle, il a l'air orienté, désorienté, mais en tout cas, il respire, il me parle. Donc, ça n'a pas l'air super vital. Et je vais au contact du véhicule pour essayer de faire un bilan sommaire et de voir qu'est-ce que je vais faire. Vous comprenez bien que dans ma le chef de groupe, j'ai des radios, j'ai ma tenue de feu, des gants, mais j'ai aucun matériel de secourisme et même pas une paire de gants en latex.
Par contre, j'ai un joli tableau avec des feutres en couleur dans l'école. Mais c'est vrai, j'avais un joli tableau. Du coup, j'aborde le véhicule devant les personnes sont incarcérées. Le passager est déjà mort d'emblée. Le conducteur a le volant au niveau du visage. Il est en train de convulser. Et je passe derrière. Derrière, je vois plein de corps. C'est des femmes qui sont derrière, avec des cheveux très longs. Les cheveux couvrent les espaces écrasés. Et dans cette espèce d'espace restreint, je vois 2 sièges bébés. Le siège de derrière, il n'y a plus personne dedans. Et dans celui du fond, je vois une petite main et un petit pied qui dépassent, emprisonnés par les tôles qui se sont rapprochés. En regardant bien, les portes coincées, je vois d'un coup entre les jambes des victimes, donc ça fait une rangée comme ça. En fait, il y a 2 petites jambes à l'envers. C'est la petite Amy qui a 3 mois et qui a été projetée du son siège derrière et qui est entre les jambes de sa grand-mère, en fait. Du coup, je privilégie de la sortir à elle. Je peux pas ouvrir les portes, alors je passe par la fenêtre qui est cassée. Je rampe sur les corps qui sont dans la voiture. Je vais au contact, elle est coincée. Elle ne ventile pas. Du coup, je fais 2 fois du bouche à bouche. J'ai l'impression que, en fait, elle me répond et qu'elle me rend ses terres. Du coup, je suis galvanisé. Je dis, il faut la sortir. C'est elle que je choisis. Et en fait, ce que je verrai après, c'est que quand je souffle par son nez, c'est mon air qui sort par l'arrière de sa tête qui n'est plus là. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de respirer, en fait. Mais moi, je ne le vois pas de suite, hein. Je la tire et je la sors du véhicule. Et là, je me rends compte qu'elle est en arrêt cardio. Et je commence à me mettre à genoux à côté, par terre, là, sur la chaussée, et à faire un massage cardiaque. Et j'ai un autre collègue qui descend de la voie, qui arrive, je ne sais pas d'où il est sorti, lui. Et puis je vois à son visage qu'il y a un problème. Il est complètement dévarié. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors lui, il croyait que je massais un jouet. Parce que 3 mois, ça fait vraiment pas beaucoup. Et en fait, c'est là que je me comprends que je suis dans une espèce d'effet tunnel. Ma vision s'écarte et là, je vois, en fait, il lui manque toute sa boîte crânienne derrière et que chaque fois que je souffle par sa bouche, en fait, mon air, il s'en va par derrière et que mes actions sont complètement inefficaces. Malgré tout, je sais que les ambulances qui vont arriver, j'ai un collègue qui a perdu une petite il n'y a pas longtemps. Sa femme a accouché. Du coup, comme mon 4x4 est à côté, je vais chercher ma veste de feu et je vais enfermer Amy dans ma veste de feu et je la cache dans ma voiture parce que je ne veux pas que mes copains voient ça. Et de là, je repars dans le véhicule, j'arrive à ouvrir la porte et puis c'est la maman qui est juste là et elle gémit, j'arrive à la sortir, un dégagement d'urgence. Le choc était tellement violent, elle est cassée. C'est beau la tenir par son pantalon, ses affaires. On dirait une poupée de chiffon en fait. Et je la sors comme je peux. Quand je la pose par terre, elle râle. Et j'ai dit à mon collègue qui s'est arrêté de ne pas être en forme, mais là en PLS, occupe-toi d'elle, je retourne dans le véhicule, j'ai peur qu'elle boule. Au milieu, donc, entre les jambes où était la petite Amy, c'est la grand-mère qui est là. Et puis, elle n'est pas en forme non plus. Je la relève, je défais sa ceinture. Et au moment de la... Elle tombe sur moi et une espèce de râle. Et il s'est passé quelque chose, voilà, vous allez me prendre peut-être un peu... j'en parle à mon psy encore, hein. Il n'a pas trouvé de solution. En fait, j'ai l'impression qu'elle me traverse. C'est presque métaphysique ce que je vous raconte, hein. Elle me traverse et quand je sens quelque chose qui me... Vraiment comme un souffle très chaud. Euh, je comprends qu'elle vient d'arrêter de respirer. Et du coup, je la sors et je commence un massage cardiaque à l'extérieur. Et là, il y a une première ambulance qui va réussir à se faire un passage jusque-là. Et ils arrivent, ils la prennent en charge de suite et ils la massent. Et moi, je replonge dans l'habitacle parce qu'au fond, il y a encore un siège bébé avec ses petites jambes et ce petit bras qui dépasse. Le petit a 3 ans, il a un fracas de la face énorme. Il fait des bulles de sang quand il respire, ça explose dans tout l'habitacle. J'en ai partout. Euh, Et là, je n'ai pas entendu arriver les hélicos, je n'ai pas entendu arriver la cavalerie, les gars sont là, je commence à avoir des casques autour. Et il faut sortir ce gamin. Et le médecin de l'hélico, qui s'appelle Eric, au moment, il me dit Eric, il faut le sortir maintenant, parce qu'on va le perdre. Seulement, il a ses jambes coincées dans les tôles et on peut pas tourner la cisaille
du VSR est complètement inefficace parce que les tôles sont trop ramassées, on n'arrive pas à attraper pour couper, pour écarter, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas écrit dans les livres de secourisme, mais peut-être il y en a qui porteront complètement contre moi après, mais à ce moment-là, j'ai mis mon genou en barrage et en fait, j'ai cassé ses jambes. Et le siège bébé a pivoté d'un coup dès que ses jambes ont été cassées. Et on a pu l'évacuer. Comme ça, il a filé. Ils ont piqué un intra-osseux. Il a été intubé, il est parti en hélico. Et en fait, c'est le seul survivant. En sortant de là, du véhicule, en tant que chef de garde, j'ai voulu mener l'opération jusqu'au bout, mais je n'arrivais pas à faire le comptage dans les ambulances. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Le soir même, on a fait un défusing avec les équipes, mais moi, j'ai refusé d'y aller parce qu'il n'y avait plus personne à 7. Et si ça recommençait, on mettait qui? Parce que les effets tiroirs, ça a une limite. À un moment donné, il manque du monde, quoi. J'ai ramené tout le monde à la caserne, j'ai refusé le défusing. Et je suis passé à la maison chez moi pour aller voir mes petits. J'habite juste à côté de la caserne en rentrant. J'en avais besoin, en fait. Ça a tenu toute la nuit, on a nettoyé toutes les ambulances, il y avait du sang partout. Ah oui, finir, la maman est morte. Et à la fin, quand j'ai pris le médecin du SMUR, que je l'ai amené à ma veste et qu'elle a vu la petite Amy, je pense qu'elle a consulté elle aussi après. Et comme sa maman était partie, je suis allé poser sur le ventre de sa mère le petit bébé pour que si je n'avais pas réussi à les sortir de la voiture, au moins je les réunissais dans la mort. Je pouvais faire que ça. Donc j'ai fini ma garde comme ça. Jusqu'au matin, on n'a quasiment pas dormi. Il y a eu d'autres départs. Je ne suis pas ressorti. Tout le monde était bousculé. Et le matin, les gars arrivent, on fait le changement de garde. On parle du match de foot de la veille, l'OM a gagné, le PSG, on a compris quoi. Et là, je pose mes affaires. Et en me déshabillant, je me rends compte que j'ai encore du verre de partout. J'ai quelque chose dans ma poche. Je sors mes clés, la monnaie qui me reste. Et en fait, dans ma poche, j'avais gardé, et je ne me rappelle pas du tout l'avoir ramassé, le morceau d'occiput, de boîte crânienne du bébé, que j'ai dû ramasser en sortant de la voiture. Je ne me rappelle pas. Je l'avais encore avec moi, je l'ai gardé toute la nuit. Ce petit bout, en fait. J'ai démarré la voiture, je suis rentré chez moi. Je ne sais pas pourquoi je suis allé jeter ce morceau d'os à la mer, à 7. Je ne sais pas quoi faire. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. J'ai fait un effondrement très rapide. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai perdu la notion de l'espace-temps. Ma femme était là, elle partait, elle revenait. Je ne comprenais rien. Je ouvrais l'eau pour me laver les mains, je laissais le robinet ouvert. Je prenais un truc dans le frigo, je laissais le frigo ouvert. Je ne dormais plus la nuit. Je ne voulais plus dormir. J'arrivais plus à dormir. J'étais à côté de mes pompes, quoi, comme si je me regardais à travers une baie vitrée. J'étais plus là, en fait. Ça a duré 48 heures et je me suis signalé à l'administration. De suite, ils ont refait un défusing et dès que je suis arrivé, le médecin et l'infirmier qui travaillait en psy, ils m'ont dit, écoute, on va s'occuper de toi, tu vas pas repartir à la maison. Ils ont vu que en fait, j'étais à ramasse complet. Et donc, j'ai été mis en accident de travail et pris en charge au CHU avec les procédures d'urgence qu'on fait pour les militaires qui rentrent d'opération extérieure. Donc, propanolol, etc., le traitement médicamenteux, plus le MDR, plus... voilà, on m'a dit, pour l'instant, tu as un stress dépassé. Et au bout d'un mois, on m'a dit, maintenant, tu as un syndrome de stress post-traumatique, il va falloir que tu attendes un peu. Vous comprenez que pour moi, c'était très compliqué déjà d'aller consulter à l'hôpital. C'était compliqué de consulter avec des médecins bien pompiers, avec des gardes officiers. Très compliqué d'aller à l'hôpital et de me retrouver en civil avec des gens qui étaient à côté, avec des dépressions, avec des tas de choses. Ça a vraiment été compliqué. Le parcours de soins, je pensais que ça allait durer 6 mois. Ça a duré 5 ans. 5 ans où je me suis battu pour essayer de comprendre ce qui s'était passé parce que c'était important pour moi. Essayer de me rassembler et de reprendre une vie à peu près normale. Dans ces 5 ans, j'ai arrêté avec ma famille parce que j'étais en train de les brûler pendant 2 ans. Ma femme m'a porté, mais à la fin, je la brûlais, j'étais pas gentil et
le manque de sommeil, etc. Et le traitement, c'était compliqué. Donc, j'ai préféré les laisser partir. Parce que quand on aime les gens aussi, parfois, il faut savoir les laisser s'en aller plutôt que de les tuer à côté. Et voilà, au bout de 5 ans, ben, j'étais obligé de reprendre parce que j'ai fait des expertises et des expertises et des expertises parce que c'est le seul contact que j'ai eu. Et si ce soir je suis là avec vous, la démarche que je fais, c'est vraiment c'est pas vous que je fais convaincre puisque vous êtes là, de dire que le SSPT, en fait, c'est un vrai problème. Ça peut arriver à tout le monde, qu'il y a des mécaniques qui sont connues et que c'est pas une histoire de fragilité, c'est une histoire de stress dépassé. On est soumis à quelque chose qui nous dépasse, nos capacités d'adaptation. Jusqu'à maintenant, on parlait de syndrome de stress post-traumatique au travers des films qu'on voyait de gens qui retournaient du Vietnam, d'Afghanistan, des gars qui étaient en opération extérieure et qui malheureusement rentrent avec ça. Mais je vous garantis que, et vous le savez, on a oublié, on pensait que les mecs qui rentraient d'Afghanistan ou d'ailleurs, ils pouvaient avoir ça. Et pourtant, sur le rond-point à côté de la maison à 2 h du matin ou dans l'après-midi, un petit de 8 ans qui se fait écraser par un 38 tonnes, je vous garantis que c'est une scène de guerre, quoi. C'est les mêmes images. Il y a la même affaire juste à côté de la maison et de l'épicerie où on va acheter le pain tous les jours. Et les gars sont exposés à ça, mais on n'en parle pas. Et là, c'est pas une histoire d'homme fort, c'est juste que je vous parle du cœur à cœur, je parle d'être humain à être humain. Voilà, on est des professionnels du risque, on est habitués à ça, on vit des interventions difficiles. Pour moi, chaque intervention devient une expérience. Elle laisse des traces, mais à partir du moment où on reprend sur le fil de sa vie et qu'on continue à venir travailler, à rigoler, à rentrer à la maison, à s'occuper de ses enfants, ben, c'est engrammé comme une expérience. Alors, il faut être vigilant et voilà. Et le but, à l'arrivée, on peut arriver sur un incident majeur à faire une blessure de ce type qui est le SSPT. Donc voilà, le but pour moi, c'est de témoigner. Mon témoignage n'a de valeur que pour moi. Le livre que j'ai écrit, c'est vraiment mon histoire et j'essaie de le partager pour sensibiliser les choses, pour sensibiliser les autorités. Je voudrais que cette blessure soit reconnue en tant que maladie professionnelle comme elle l'est pour d'autres maladies. Parce que derrière, ça découle d'une prise en charge. Parce que moi, et attention, je ne critique pas l'administration parce qu'ils étaient autant emmerdés que moi. Ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Je suis en position administrative d'accident de travail, accident en service. Mais après, on fait quoi? Ça dure combien de temps? Et moi, je vais vous dire quelque chose ce soir-là. J'ai été obligé de reprendre parce que je n'ai pas eu le choix. Les seuls mails que j'ai eus, c'est avec la RH. Ouais, si je n'envoyais pas mon bulletin de continuité de soins et mon arrêt de travail, ils allaient suspendre mon salaire. Je n'ai pas eu un appel de la QVT. Je n'ai pas eu un appel. Je fais juste que lister des faits. Ce n'est pas de la critique, attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important qu'on témoigne et qu'on mette des choses en place pour accompagner les gens. Et je vous le dis franchement, je ne pense pas qu'on guérisse dans un endroit qui nous a rendu malades. Et il me reste 2 ans à faire. Je suis bien content d'avoir repris parce que je vois mes collègues. Je suis à distance beaucoup de tout ça. Et c'est difficile pour moi avant d'aller prendre la garde. Et c'est difficile pour moi quand je ressors de la garde. Je suis suivi encore aujourd'hui, tous les 2 mois, au CHU. Je suis le médecin qui m'a vu en 2017. Et je suis sous traitement encore, notamment pour le cœur, parce que un des symptômes du syndrome de stress post-traumatique, c'est une accélération avec l'hypothalamus qui reste coincé et de l'adré qui monte à fond. Donc, je suis sous propranolol depuis, sinon je suis à 120 pulsations au repos. Et là, je descends à 75, 80 et ça me fait du bien parce que sinon, en une journée, j'en brûle 2. Et voilà, ça me tue jusqu'à la fin. S'il y a des gens ce soir qui ont aussi eu un SSPT ou qui ont vécu, il y a des gens autour d'eux qui ont vécu ça, la seule chose que je peux dire, c'est n'essayez pas de revenir comme vous étiez avant l'événement. C'est pas possible. Il y a un morceau de nous qui meurt. Moi, il y a un morceau de moi qui est mort dans cette voiture. Et je ne reviendrai jamais, Eric, avant l'accident. Donc, le mieux, c'est de s'accepter aujourd'hui, d'accepter d'être comme je suis, euh, d'être énervé tout le temps, hyper vigilant, de ne pas pouvoir rester quand il y a des soirées, de ne pas pouvoir rester dans un magasin quand il y a trop de monde qui fait les courses, de ne pas aller dans un restaurant qui est bondé, parce que je ne peux pas. Je fais des crises d'angoisse, hein, de ne pas pouvoir croiser un petit de 3 mois dans une poussette parce que j'arrive pas. Et j'ai beau le comprendre intellectuellement, j'y arrive pas. Voilà. Et tout ça, c'est mon quotidien.
Je me plains pas, je suis là, il y a des collègues qui sont partis, j'ai la chance de vivre une journée de plus chaque jour. Mais c'est un fait et je suis venu jusqu'à vous pour vous le dire et vous le partager. Donc, achetez le livre, c'est pas mal. Je vous remercie beaucoup et puis voilà, moi j'ai fait le tour de la question et je laisse la place à Guillaume. Et bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai prévu un petit document en fait qui m'aide aujourd'hui aussi à tenir le fil, à pas m'éparpiller et qui m'aide aussi très clairement à pas être trop dans l'émotion parce que c'est encore très compliqué pour moi aujourd'hui. Alors, le petit document, pour moi, il est assez simple dans le sens où je n'explique pas l'accident déclencheur. Mais pour moi, dans nos carrières, on vit des interventions qui sont potentiellement traumatiques de façon extrêmement régulière. Et c'est là-dessus que moi, je voudrais revenir. Donc, mon parcours vite fait. Donc, aujourd'hui, donc 48 ans, pas encore tout à fait vieux. La retraite, elle est encore loin pour moi. C'est pour ça que j'ai pris un autre choix que le tien, Eric. Et j'ai deux grands-enfants de 24 et 26 ans. Donc, côté parcours, moi, j'ai toujours voulu être chez les pompiers. Je suis rentré JSP à 10 ans jusqu'à mes 16 ans. Je suis rentré volontaire le jour de mes 16 ans. Je ne pouvais pas faire plus proche puisque je suis rentré vraiment le jour de mes 16 ans. Dans la foulée, les pompiers, bon, on va dire, ça a été toute ma vie, hein, concours pro, j'ai fait mon service à la brigade et puis je suis rentré donc pro sapeur à l'époque, au SDIS 77, puis au SDIS 85, donc 77 la Seine-et-Marne, Melun, grande couronne parisienne, 85 la Vendée où j'ai eu donc l'accident déclencheur, on va dire, et j'ai voulu essayer de me reconstruire un peu plus loin dans le 31, mais ça n'a pas marché. Donc au total, j'ai plus de 30 ans de bottes. Quand je mets que j'ai 4 ACD, c'est juste, à l'époque, je disais, c'était une fierté pour moi d'avoir 4 médailles pour acte de courage et dévouement. Alors certes, ça reste une fierté, mais ça reste aussi quelque chose qui démontre le nombre de fois où potentiellement on a vécu des choses qui ne sont pas rigolotes à vivre. Aujourd'hui, on va dire la chance, elle est pour les gens que j'ai pu aider à aller un peu plus loin, mais elle n'est pas trop pour moi. Aujourd'hui, donc moi, je suis passé en retraite pour invalidité, donc un accident qui a été reconnu imputable au service. Alors, je vais vous poser une petite question comme ça à la volée, même si je sais que j'aurai pas de réponse. Quel est mon taux de handicap tel que vous me voyez? Très difficile de répondre à ça, donc je vous ai mis des petites infos. Alors, les docs, si vous voyez qu'il y a des erreurs, éventuellement, vous me le direz après, histoire de... Je passe pas pour un âne devant tout le monde, c'est ce que j'ai trouvé pour les modifier. Donc, la perte d'un doigt, c'est 5 à 8%. La perte d'un œil, c'est 20 à 25% de taux de handicap. La perte d'un pied, à peu près 30%. D'une main ou d'une jambe, 40 à 50%. Et pour ce qui est des brûlures, en fonction de la surface et de la profondeur, en règle générale, on est entre 5 et 50%. Donc là, bien évidemment, à me voir comme ça, physiquement, je n'ai pas l'air d'être trop mal. Ce que je peux vous dire, c'est que mon taux d'invalidité reconnu aujourd'hui, il est de 50%. Ça veut dire que tel que vous me voyez, c'est comme si j'avais perdu une jambe. C'est surtout comme si j'avais perdu, c'est pas comme si d'ailleurs, c'est que j'ai perdu donc la moitié de mes capacités. Pardon. Alors moi, je vais juste vous parler de mon petit parcours parce que c'est la quasi-totalité de ces interventions-là qui ont créé des choses. Donc c'est des interventions que moi j'ai classées de potentiellement traumatiques. Alors encore un peu par humilité, on va dire. Donc le 15 juin 93, donc je suis rentré 1er juillet 92, donc à peine un an de service. J'ai encore 16 ans. Je pars pour au VSAV, personne blessée suite à RIX. À l'arrivée, c'est une personne égorgée, éventrée dans une cage d'escalier. Euh, à l'époque, le chef d'agré pouvait être aussi le conducteur parce que c'était quelqu'un d'ancien et il partait avec 2 piafs du coup. Donc moi, j'étais le vrai piaf de l'histoire et j'étais à la place du chef aujourd'hui, à côté de la porte à droite, donc le premier à sortir, le premier à se présenter. J'ai bien vu qu'il avait les tripes à l'air, ce petit monsieur, et comme il avait la tête sur une contre-marche, je me suis dit bonjour monsieur, serrez-moi la main, ouvrez les yeux, on va éviter. Je vais lui prendre un pouls carotidien, sauf que bah, forcément, sur une personne égorgée, je ne vous fais pas trop de dessin où ma main a été. Donc ça, c'était à 16 ans, presque 17, hein, ça va, à 17 ans, c'est mieux qu'à 16. Hein. À 40 ans, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment mieux, ni à 50 d'ailleurs. Mais ça, c'est pour vous dire que voilà, ça commence déjà de bonne heure. 2 mois après, pour la bonne nouvelle,